Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes, j'allais dire déjà, en pleine célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. En tout cas, nous sommes à la veille de ce 59e anniversaire et vous venez d'entendre le discours du président sénégalais Macky Sall et donc nous allons nous livrer à un exercice sur ce plateau. Il s'agira de décrypter ce discours et puis de le placer dans son contexte. Et pour ce faire, nous avons comme invité sur notre plateau Madame Fatou Socé Ndiaye. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Madame Fatou Socé Ndiaye est enseignante et consultante en management. Et puis, sur ma droite, nous avons M. Moustapha Ali, qui est le secrétaire général de la majorité présidentielle, entendez, Beno Bok Yakan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, tout de suite, on va reprendre ce discours et le commenter. Et nous allons commencer par sa durée, juste 10 minutes. Habituellement, le président Macky Sall fait des discours beaucoup plus longs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait déjà développé tout hier, lors de la cérémonie d'investiture, qu'on a eu droit à juste 10 minutes? Oui, moi je le pense vraiment parce que hier, à la prestation de serment, son discours a été quand même un peu, j'allais dire, assez long. J'ai été personnellement très surprise parce que lui, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas dans les longs discours comme il a l'habitude de le dire, il est dans l'action. Alors, les 10 minutes, je pense que ça fait... il a ramassé très rapidement ce qui a été dit. La dernière fois, le 31 décembre, on était à 30 minutes à peu près. Ah oui? Oui. Alors, M. Moustapha Ali? Oui, en fait, c'est une belle remarque parce qu'en fait, ce discours n'est ni plus ni moins qu'une sorte de condensé parce que si vous l'avez bien écouté, il y a eu des flashbacks. Il a un peu essayé de se référer à ce qu'il a fait hier. Donc cela signifie que ce qu'il aurait dû dire aujourd'hui, il a déjà dit hier. Alors aujourd'hui, il fallait camper le décor sur d'autres domaines sur lesquels il ne s'était pas exprimé et insister là-dessus. Donc cela veut dire qu'on aura l'occasion de revenir sur ce qui a été dit hier. Alors, il a dit quelque chose de très important d'entrée de jeu. Il a dit qu'il faut gagner la bataille du développement et que désormais le développement égale indépendance, indépendance égale développement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, c'est une bataille à gagner le développement. Mais comment gagner cette bataille-là? Personnellement, je crois qu'il y a des fondamentaux à respecter pour arriver au développement. Je pense qu'on a un peu trop embrayé sur le mot émergence, qu'en Afrique, on a utilisé à tort et à travers. Un économiste disait que le mot émergence n'est même pas un concept économique. En fait, c'est le développement qui est un concept économique. Émerger, en français, c'est juste sortir la tête de l'eau. Bon, c'est un concept qui dit voilà, qu'on est arrivé à un certain niveau. On est arrivé à un certain... Je veux dire, si on prend exemple sur les pays asiatiques, je pense qu'ils se sont fermés d'abord. Ils ont travaillé sur l'éducation. Ils ont travaillé sur certains leviers, sur l'économie. Ils ont rendu la fierté à leur peuple avant de s'ouvrir. Mais à mon avis, en Afrique ou particulièrement au Sénégal, je pense qu'on est en train peut-être de faire un peu l'inverse, s'ouvrir sans pour autant travailler les fondamentaux, faire du tout développement, du tout libéralisme. J'ai un problème avec ça. Il nous faut nous développer, c'est vrai, mais il y a des préalables à respecter. Mais vous êtes d'accord quand même que, bon, au début des indépendances, au début de l'existence de nos États, bon, ben, on était content de célébrer l'indépendance, j'allais dire la liberté retrouvée. Et puis, au fil du temps, il faut donner un autre sens à cette indépendance, notamment le développement dont il a parlé en début de discours. Moi, j'ai un sentiment très mitigé par rapport à ce mot indépendance. 59 ans,
dans l'âge d'un homme ou d'une femme, c'est presque le troisième âge, c'est la maturité. Et nous, on nous tient toujours. La France est toujours là, à nous montrer là où on doit aller, à s'immiscer dans nos problèmes. Je veux dire, il faudrait faire une rupture, changer de paradigme avec l'ancien colonisateur, je pense, pour pouvoir réussir beaucoup de choses dans le développement. On va y revenir. Je me tourne vers vous, monsieur Moustapha Ali. Alors, vous aussi, vous avez certainement entendu cette expression développement égale indépendance, indépendance égale développement. Oui, en fait, il a vu juste. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on disait de développement, c'était quoi? C'était un développement politique. Et ça ne s'arrêtait que là. C'était une sorte de vœu pieux. Alors, comme vient de dire ma sœur, Fatou Sosé, les pays asiatiques ont d'abord fait leur développement avant d'avoir leur indépendance. C'est exactement la même chose. Et la trajectoire du Sénégal, elle est à peu près identique à cela. Pourquoi? Parce qu'avec Senghor, c'était la culture, c'était le sport, c'était la grande industrie. Avec Diouf, c'était les PME, PMI, la petite et moyenne entreprise, c'était le désengagement de l'État, avec la maxime de moins d'État, mieux d'État. Avec Wade, c'était des trucs comme la grande muraille verte, comme les grands bois en avant, un peu partout. Et lorsque le président de la République est venu pour Macky Sall, pour parler de développement, il fallait d'abord sécuriser, il fallait d'abord une certaine autonomie, une certaine autosuffisance alimentaire. Pour cela, il fallait d'abord s'agripper au levier de développement. C'était quoi? C'était qu'il fallait d'abord sécuriser le primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout. Ensuite, il fallait... le développement a besoin d'acteurs de développement. Or, les études ont montré que 75% des jeunes de 0 à 35 ans n'avaient pas de métier. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc essayer de leur trouver des métiers pour en faire des acteurs de développement. Et cette phase, c'est dans cette phase-là qu'il est en train donc de cheminer, que nous sommes en train de cheminer. Voilà pourquoi, si vous avez entendu le discours, il s'adresse aux jeunes en leur parlant de discipline, de dépendance, de respect, mais aussi en voulant les ériger en citoyens modèles. Un citoyen modèle, c'est un citoyen bien formé, qui a une tête bien posée sur les épaules et qui est à même de faire quelque chose. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il s'inscrit dans cette logique-là. Maintenant, le terme d'émergence par rapport au développement. Vous savez, le politique prime sur l'économie dans tous les États. Il définit la politique économique dans les États. Émerger, comme vous l'avez dit, c'est sortir de l'eau. Sortir de l'eau parce que nous sommes partis de quelque part. Nous avons un objectif. Mais pour arriver à cela, il faudrait quand même qu'on retrouve la terre ferme. Il fallait d'abord, on était immergé, il fallait qu'on émerge. Il fallait qu'on soit à même de pouvoir patauger avant de marcher sur la terre ferme. Donc, d'où l'idée de l'émergence, de sortir de la léthargie de la nébuleuse dans laquelle on était, pour aller dans un monde plus ou moins clair, plus ou moins clairvoyant, où les disponibilités, les dispositions à même donc d'apporter un développement sont garanties. Alors, si on suit un peu la démarche de nos différents États, et notamment ici du Sénégal, donc on est parti d'une situation de colonisation. Le président Macky Sall l'a relevé à l'indépendance. Donc, c'est une première étape. Et maintenant, il faut donner du sens à cette indépendance. Et c'est à ce moment-là que Mme Fatou Sosé Ndiaye dit que indépendance, certes le mot il existe, mais le cordon par rapport à la tutelle française n'est pas encore coupé. Donc il est difficile de parler d'indépendance. Si j'ai bien compris. Elle a vu juste. Oui, en fait, je crois que ce que les gens oublient un peu, c'est comment on a été colonisé. Je veux dire, la façon de coloniser des Français est complètement différente de la façon de coloniser des Anglais, par exemple. Les Anglais, eux, ils viennent, ils ramassent tout, ils s'en vont. Les Français, c'est différent. Les Français, en colonisant l'Afrique, le Sénégal, ils piétinent presque l'humanité des gens. Ils agissent sur nos imaginaires. Ils détruisent les livres, ils brûlent les livres à la limite pour pouvoir s'imposer, imposer leur culture, imposer leur point de vue. Et ça, je crois qu'après, quand on se relève, on est encore un peu sonné. On est un peu sonné. Je ne vais pas dire qu'on est en lambeau, mais on est un peu sonné. Alors, quand on se relève, c'est là où je parle de préalable.
C'est-à-dire que depuis qu'on s'est relevé, on n'a pas eu le temps de se regarder en face, de se regarder en tant que nation, et maintenant de partir, nous, de nos fondamentaux, pas des fondamentaux ou des principes de développement de la France ou de l'Occident, mais de partir des principes de développement par rapport à nos propres valeurs, par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu. Alors, je suis amené à vous demander, qu'est-ce que vous entendez, vous, par indépendance? Je pense que... ça aurait été quoi pour vous? Je pense que là où on devait commencer par agir, il en a beaucoup parlé, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Je veux dire, je ne me reconnais pas dans l'école de Jules Ferry. Jules Ferry, je ne me reconnais pas dans son école et je pense que beaucoup ne se reconnaissent pas dans son école. Je pense qu'on a eu, tout à l'heure quand j'ai parlé de destruction de l'imaginaire et de l'humanité des gens, je pense qu'on a eu un legs. Les Français ne sont pas venus et trouver un pays vide ou avec des sauvages. Quand l'Almami Souleymane Baal faisait parler de leadership et de bonne gouvernance, c'était en 1776. Ils étaient où? Alors, ils n'ont pas trouvé des sauvages. On a eu un legs, on a eu des anciens qui étaient là. On a eu une culture qui était là. On a eu des royaumes qui étaient assez féconds. Donc, on pouvait partir sur ces bases-là, revoir l'éducation, partir de nos valeurs. Je pense que c'est ce type de développement qui part de nous pour revenir à nous, qui nous parlerait beaucoup plus, qui nous libérerait beaucoup plus. Vous voyez tous ces problèmes de démocratie, par exemple, qu'on a en Afrique. C'est toujours, après les élections, il y a toujours des conflits, des revendications, etc. À la limite, je pense que c'est pas fait également par rapport à nous-mêmes. C'est des choses importées, c'est des choses qu'on veut calquer. C'est la même chose avec le développement. Il faut que ça parte de nous. Alors, qu'est-ce que représente donc pour vous la date du 4 avril au Sénégal? Alors, vous allez certainement dire que je suis un peu nihiliste. 4 avril, l'indépendance, le Sénégal n'est pas indépendant le 4 avril, mais voilà. Accession à la souveraineté nationale et internationale. Voilà. Je pense que j'ai grandi dans ce pays, j'ai toujours fêté le 4 avril. Ça représente quelque chose? Oui. Ça représente quoi alors? Oui, la fête comme il l'a bien dit, la fête de la jeunesse, la fête de l'armée, les anciens combattants qu'on célèbre. Mais moi, je ne me crois pas indépendante, je ne crois pas mon pays indépendant, parce que la France est toujours là, sincèrement. Bien, d'accord. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Ly, vous avez envie de réagir? Oui, j'ai envie de réagir, parce qu'en fait, j'allais d'abord dire qu'elle n'a pas tout faux, elle n'a pas tout fait tort. Mais il faut voir aussi, parce que comme elle a interrogé l'histoire, il ne faudrait pas interroger une partie de l'histoire. Alors dites-nous déjà ce que représente le 4 avril. Le 4 avril, c'est retenu comme étant la fête de l'indépendance du Sénégal, même si, comme elle le dit, c'est exact, ce n'est pas la date exacte. Le 4 avril 1960, oui, le Sénégal accède. Oui, c'est comme, oui, c'est la date que le Sénégal a retenue comme étant la date de l'indépendance du Sénégal. Même si dans les faits, dans l'histoire, on sait qu'il ne s'agit pas du 4 avril exactement, mais c'est une symbolique que le Sénégal a pris pour une fête de l'indépendance. Ok. Maintenant, elle parlait de l'histoire. Alors pendant 59 ans, la liberté n'est pas encore acquise. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après le référendum de 1959, lorsqu'il s'est agi donc de prendre son destin en main, la fédération, le Sénégal et le Soudan français sont liés pour former la fédération du Mali. Dans la nuit du 19 au 20 août, cette fédération s'est effritée. Le Soudan français est devenu le Mali, le Sénégal est devenu le Sénégal, avec comme Senghor président et Mamadou Dia comme président du Conseil, le président du Conseil. Alors ça, c'est ce que nous dit l'histoire. Mais avant de parler de cette histoire-là, elle parlait un peu du système colonial français, qui était un système direct, qui commençait par l'acculturation, par le déracinement, on écrase une civilisation, oui, et on installe une autre. Voilà, l'assimilation, l'acculturation, le déracinement. Elle a parlé aussi de Souleymane Baal,
Mais là aussi, il y a un problème. C'est qu'il fallait d'abord créer la nation sénégalaise. Parce que Souleymane Baal était au niveau, c'était l'Almami, le libérateur du Fouta. Mais le Sénégal n'est pas constitué que du Fouta. Il y a le Fouta, il y a le Walo, il y a le Kayor, il y a le Djolof, il y a le Sine, il y a le Rip, il y a le Basseri, il y a la Casamance. Ce qui est aujourd'hui établi sur une aire géographique de 196 000 km². Il fallait d'abord réussir la nation sénégalaise avec à peu près au minimum... Donc découper un territoire, oui, l'appeler Sénégal, et puis voilà. En avant. Ça a été déjà fait. Parce qu'on sait que depuis 1889, Dakar est la capitale de l'AOF. Donc le Sénégal administrativement et géographiquement était déjà constitué comme tel. Mais il fallait à un moment s'affirmer. C'est-à-dire une fois que les pays colonisés ont pris leur indépendance, il fallait qu'eux aussi ils s'affirment et qu'ils essayent de jouir de cette indépendance. Or, l'indépendance politique, sans aucune autonomie financière, économique, ne pouvait pas être une indépendance à proprement parler. Ça fait qu'il y avait toujours une mainmise de la France qui planait sur nous. Maintenant, aujourd'hui, qu'on nous dise que pour être indépendant, il faut être développé, cela signifie que pour être indépendant, il faut atteindre une certaine maturité, être majeur, être autonome et pouvoir se départir de la tutelle de... Alors comment selon vous, après 59 années on va dire d'indépendance, on va mettre même le mot indépendance désormais entre griffes, après 59 années, comment se fait-il que cette indépendance n'est pas encore totalement acquise? Il y a une volonté politique. Et c'est la préoccupation de Mme Fatou Ndiaye. Je n'en disconviens pas. C'est le discours de toute l'intelligence africaine, de manière générale, et sénégalaise en particulier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit d'un processus. Un processus qui n'a pas connu une évolution croissante, mais une évolution plus ou moins asymptotique. Parce qu'à un moment, il devait y avoir une volonté politique des dirigeants pour se démarquer de la tutelle de la métropole. Mais les politiques sont toujours hésitantes. Parce que jusqu'à une époque récente, quand vous voyez la balance commerciale entre le Sénégal et la France, vous vous dites que, mais attends, le Sénégal n'est ni plus ni moins qu'une province de la France. Alors, on va revenir au discours du président Macky Sall qui a dit que désormais, lui, c'est le sens qu'il donne à ce mot indépendance. Désormais, indépendance signifie développement. Et le développement, c'est une dynamique, c'est une marche vers, déjà dans un premier temps, l'émergence. C'est ce que je vous disais. Parce qu'en fait, c'est comme le disait Bokassa, lorsqu'on lui donne son passeport en France, on lui dit tu es libre. Il dit mais je suis libre sans 10 000 francs dans la poche. Qu'est-ce que j'ai fait de cette liberté? Et quand le président parle de développement, c'est quoi le développement? C'est d'abord que la personne soit autosuffisante, qu'elle soit à même de gérer son destin, qu'elle puisse faire abstraction d'une quelconque domination, d'une quelconque dépendance. C'est en ce moment-là que la personne peut avoir ce qu'on appelle un partenariat en bonne et due forme. Parce que dans le monde où nous vivons, comme le disait Abdou Diouf, c'est un vaste village planétaire où il y a les interactions. Mais ces interactions ne peuvent avoir leur sens que lorsqu'elles sont négociées de souverain à souverain et non de souverain à suzerain. Pour que ce soit souverain à souverain, il faudrait que la souveraineté se manifeste par ce que nous avons tout autour de nous. Puisque l'Afrique jusque-là n'était ni plus ni moins qu'un grenier. Et si ce grenier-là, un grenier à matière première, si ce grenier parvient à lui-même raffiner sa matière première, la transformer et la revendre comme cela se faisait dans le sens nord-sud et que ça reprenne encore le sens contraire, là, ils pourront peut-être négocier à part égale. Ok, alors on va peut-être avancer puisque, bon, je crois que c'est un débat qui accourt un peu partout dans tous les pays africains. Aujourd'hui, il est question de donner un véritable sens au mot indépendance. Toujours est-il que dans le nouveau mandat du président Macky Sall, eh bien, il l'a dit tout à l'heure, il donne la priorité à la jeunesse. La jeunesse... ça va être le mandat de la jeunesse. Le mandat de la jeunesse. 2016 a été l'année de la jeunesse au Sénégal. 2016. Est-ce qu'on en a fait le bilan? Est-ce qu'on l'a évalué? Le taux de chômage est toujours là. Le taux de pauvreté, 47% au Sénégal, c'est énorme. 37% de chômage dans la tranche d'âge de 15 et plus. C'est énorme. Donc, moi je veux bien que nos leaders nous sortent ces slogans-là, mais je demande à voir.
Qu'ils y mettent du contenu. Voilà, qu'ils y mettent du contenu. Comment est-ce qu'il va articuler tout ça? Hier, par exemple, dans tout le discours, je n'ai pas entendu quelque chose d'assez important maintenant, si on veut arriver au développement, si on veut endiguer le chômage, l'industrialisation, la production. Il a parlé du système éducation, voilà, formation, il a emploi. parlé de tout ça, l'industrialisation. C'est vraiment ce qu'il faut pour un peu endiguer le chômage. La formation, l'apprentissage, il en a parlé hier, je pense. Je ne sais pas s'il l'a repris tout à l'heure. Mais cette jeunesse-là a besoin d'être formée, a besoin d'être encadrée. Et tout commence par la famille. Véritablement prise en charge. Prise en charge. Et tout commence par la famille, et il l'a dit. Mais qu'est-ce que nos présidents font pour protéger ces familles-là? Quand on sait qu'on est ouvert, Facebook est là, les réseaux sociaux sont là, les enfants naviguent dans ces réseaux sociaux-là. Personne n'est protégé. Nos enfants ne sont pas protégés. En Chine, ce n'est pas le Facebook que nous avons qui est en Chine. Hein. Ce n'est pas le même réseau social. Parce qu'ils protègent leur population, parce qu'ils protègent leurs enfants. De quoi? Non, mais je veux dire de ces agressions de l'Occident. Ils n'ont pas la même culture. On n'a pas la même culture, il y a quand même ces différences. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en autarcie fermée, hein, mais quand même, les enfants sont tellement fragiles qu'il faudrait au préalable laisser la famille travailler sur ces enfants-là. Et l'État a le devoir de protéger les enfants et de protéger la population. Mais laisser tout venir... avec tout ce qui se passe comme violence dans le monde, avec tout ce qui se passe comme, j'allais dire, folie dans le monde. Dans un et monde, ils sont, voilà. Un monde très agité. Et les enfants sont exposés à ça. Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Je ne crois pas, peut-être pas toujours. Et ce qui fait qu'on a les dérives que nous avons. Bien, je me tourne encore vers vous, monsieur Moustapha Ali. Le président Macky Sall a dit que la jeunesse va être la priorité essentielle de son mandat. Oui, il a dit, et cette politique, il a déjà entamée. Vous avez entendu, il a parlé de la DER, il a parlé de l'école entreprise hier, et nous avons vu aussi des services dédiés aux jeunes au niveau du Sénégal, financer les jeunes qui ont des métiers, former les jeunes qui n'en ont pas. Nous avons vu des structures comme la PIX, comme le fonds CS, comme le PRODAC, comme la direction de l'horticulture. Parce qu'il fallait un travail préalable. C'était quoi? C'était de savoir quel est le taux d'alphabétisation et de qualification des jeunes. Et je vous l'ai dit que dans cette tranche d'âge-là, il y a 75% des jeunes qui n'ont pas de métier. Comment donner à quelqu'un le travail sans lui donner un métier? Alors, c'est pourquoi il fallait d'abord allier l'utile et l'agréable. Former les jeunes, pour lui donner un métier et l'accompagner à exercer ce métier-là. Alors, quand on regarde l'année qui vient de s'écouler, l'année 2018, on se rend compte que tout de même le secteur éducation a été un secteur très agité, avec beaucoup de grèves, beaucoup donc de moments de saute d'humeur et des élèves et des étudiants et des enseignants. Je vais vous dire une chose. Cette plateforme revendicative qu'ont les étudiants, les trucs, elle date de 1968. C'est-à-dire que dans le monde où nous vivons... Hein? En Afrique, on ne règle pas les problèmes. Non, ce n'est pas qu'on ne règle pas les problèmes. C'est qu'un pays qui avance n'est pas un pays qui n'a pas de problème, mais un pays qui essaye de trouver des solutions à ces problèmes. Et lorsque tu as été à l'université, comme je l'ai été, nous savons ce qui se passe au niveau du campus. Que tous les hommes politiques essaient d'avoir leur bastion au niveau du campus. Ce qui fait que ce soit le syndicalisme, que ce soit les étudiants, c'est des secteurs qui sont infestés par la politique. Et la politique prédomine tellement en Afrique que finalement on a comme l'impression que c'est ce qui doit être le vivre ensemble. Oui, mais quand même, quand on regarde, il y a des revendications qui sont réelles, lesquelles? Qui sont palpables au niveau des conditions de travail des enseignants, des conditions d'apprentissage des élèves. Dans un pays comme le Sénégal, l'école publique est en difficulté. Dans un pays comme le Sénégal, où la croissance est de 2,8, il faut 4% du PIB dédié aux infrastructures pour maîtriser la démographie. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Sénégal, jusqu'à une époque récente, était équipé de juste 2 ou 3 universités. Alors, comment d'un seul pas
multiplier les universités. Parce que le problème auquel était confronté le Sénégal, c'est que les universités publiques ne pouvaient pas accueillir tous les étudiants. Il fallait les amener dans des universités privées. Et l'ardoise devenait de plus en plus importante et tout. En plus, il y avait un autre problème qui est réel. C'est un problème de la qualité d'enseignement et de la qualité de l'enseignant. Et le niveau des étudiants et des élèves ne fait que baisser. Ça, ce ne sont pas des problèmes qui sont juste à la charge de l'État. Mais pour que c'est l'État qui organise l'enseignement, l'éducation nationale. L'État organise l'éducation nationale. Mais les professionnels de l'enseignement gèrent de manière directe ce volet. Parce que l'État, c'est quoi? L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. À commencer d'abord par les dirigeants. Les dirigeants, ils impulsent une dynamique. Ils donnent l'orientation. Ils impulsent une dynamique. Et il faut mettre les moyens. Ils donnent une orientation qui est mise en application par ceux-là qui sont là. L'une des difficultés, c'est que l'école, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, un peu partout, l'école a beaucoup de difficultés. L'école manque de moyens. Alors, est-ce que le président Macky Sall a l'intention de mettre dans l'éducation nationale un peu plus de moyens pour que ce secteur retrouve la sérénité et puisse atteindre ses objectifs? Non seulement c'est des choses qui ont commencé à se faire, mais il l'a dit hier et répété aujourd'hui. Ce n'est pas fortuit qu'il l'ait dit hier et qu'il l'ait répété aujourd'hui. C'est parce que c'est un problème qui lui tient à cœur. Et c'est un problème qu'il a hérité et auquel il doit trouver une solution avant de partir. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on jugule tous ces problèmes qui sont de longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut les infrastructures, il faut l'immobilier. Il faut créer des écoles, il faut équiper ces écoles. Il y a tellement de préalables. Équiper les écoles, former des enseignants dignes de ce nom, avoir l'élève qu'il faut, dans l'environnement qu'il faut. Tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est un processus. Bien. Et ce processus, ils l'ont déjà enclenché. Alors justement, Mme Sosé, Fatou Ndiaye dit que pour le moment, c'est un point d'interrogation. On n'a pas encore fait le point sur l'année 2016 qui a été consacrée à la jeunesse. Alors, on va quand même avancer et continuer de parler du contenu du discours du président Macky Sall et parler maintenant du problème de citoyenneté. C'est important, être dans un pays, être originaire d'un pays et se sentir citoyen. Alors, la conscience citoyenne interpelle tout le monde, ça c'est vrai. Au Sénégal, on parle de plus en plus du nouveau type, comment ils appellent ça, le nouveau type de sénégalais ou quelque chose comme ça. L'homme nouveau, l'homme sénégalais nouveau. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ce concept il y a quelques années là-bas. Et je ne sais pas ce que ça recouvre, mais ça rejoint également ce qu'on vient de dire sur l'éducation. De toute façon, tout part de l'éducation, de la maison, de la famille, de l'école. Et comme les autres domaines, l'éducation n'a pas été pensée, comme le développement dont on parlait tout à l'heure. Ça n'a pas été pensé. On a calqué l'école française chez nous. Ça n'a pas été pensé. Il y a des acteurs clés de l'éducation qui sont mis à côté, qui sont mis à l'écart. À la limite, l'État ne fait que payer les salaires, mais en fait, les contenus, les programmes des écoles, etc. Quels sont les programmes qui sont enseignés? C'est à la limite des programmes français, c'est des livres français. Les enfants vous parleront tout le temps moi, je ne sais pas, de tous les auteurs français, tous les grands philosophes français, ils ne connaissent même pas ils connaissent même pas deux ministres de leur pays. C'est comme ça. Mais de toute façon, tout part de l'éducation. Je pense que ce qui est énoncé comme ça, la jeunesse, c'est nous dire comment. Je pense qu'il faudrait que l'État sénégalais commence à penser le savoir. S'il faut faire un hub, de Dakar un hub, que ça soit un hub des savoirs. Ils avaient commencé avec le Quadestria,
qui a d'éminents professeurs qui ont travaillé, qui ont fait des recherches, etc. Toutes ces recherches, tout ce travail est à la limite dans les tiroirs. Parce que quand il s'agit de les appliquer ou de travailler avec les États, ces États-là vont chercher des experts ailleurs. L'exemple du PSE est là. Quand il s'est agi de faire ce PSE-là, ils ont payé 2 milliards pour aller le faire dans un cabinet. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'experts? Pas un cabinet sénégalais? Non, par un cabinet français, je pense. Il est français ou américain, quelque chose comme ça. Mais vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'experts, d'économistes sénégalais, outillés, ou alors même africains, outillés pour pouvoir écrire un PSE, ce PSE-là? Il l'aurait fait très bien, puisqu'ils connaissent déjà, ils maîtrisent déjà, c'est leur objet d'étude, le Sénégal, puisqu'ils seront sénégalais. Mais bon. Alors, mais quand il a parlé de citoyenneté, il a parlé aussi de l'habitant ordinaire, il a parlé de salubrité, d'un certain nombre de dispositions pratiques, j'allais dire quotidiennes, une sorte de prise de conscience de chaque Sénégalais. Tout ça s'inculque à la base. Tout ça s'inculque à l'enfance. Est-ce que les parents, dès l'enfance, apprennent à l'enfant que ce papier-là ne doit pas être jeté par terre, cette poubelle-là ne doit pas se placer là? Est-ce que les populations, quand ils sortent pour aller jeter la poubelle, trouvent les poubelles pour, voilà, les bacs, etc., municipaux? Est-ce qu'ils trouvent ça? Parce que les collectivités locales également qui offrent ces services de proximité n'ont pas de budget. Qu'est-ce qui va... quoi, 2% dans le budget national? 2%, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 2% dans le budget national? Donc, tous ces services de proximité, certainement, ne peuvent pas être offerts, mais quand même, il y a un travail à faire à la base. Les parents doivent mieux éduquer leurs enfants, mais l'État a l'obligation de protéger l'enfant également, du monde extérieur. Quelle réaction, M. Moustapha Ali? Oui, la citoyenneté. Quand le président parle de citoyenneté, c'est quoi? C'est que le Sénégalais face à ses droits et à ses devoirs. Le Sénégalais face à l'institution civique. C'est ça le civisme. C'est ça en fait la véritable portée de son interpellation. C'est-à-dire que ce que nous avons souvent, c'est quoi? C'est que nous mettons en exergue nos droits et nous occultons nos devoirs. Alors, là, vous le paraphrasez, là. Non, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une ambivalence entre ce qui doit me revenir et ce que moi je dois offrir. Mais comment ça, qu'est-ce que ça donne maintenant, dans la pratique? Maintenant, quand il parle de citoyenneté, il parle des ordures ménagères, il parle de l'insalubrité, il parle du foncier, des gens qui construisent dans des places publiques comme ils veulent. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que quand il s'agit de s'épanouir, le citoyen ne pense pas aux normes sociales établies, il ne pense pas à aux conséquences néfastes que cela pourrait créer. Mais ça aussi, ça doit lui être inculqué. Vous avez parlé de personnes qui vont construire sur des terrains... C'est pourquoi il dit ceci. Des terrains dangereux. C'est pourquoi il l'a dit. Où se trouvent les pouvoirs publics pour l'empêcher de le faire. C'est pourquoi il l'a dit. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des pouvoirs dédiés. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Fatou quand elle dit que les municipalités n'ont pas de budget. Ce n'est pas ça. Parce que moi, je me rappelle, j'ai quitté Dakar au moment où j'étais étudiant. La ville de Dakar avait plus de 5 milliards de budget annuel. Et tous les marchés de Dakar, les taxes municipaux et tout, le municipal temps pour moi. Ce n'est pas là le problème. Il s'agit d'une volonté. Mais si nous sommes encore, le président Macky Sall l'a dit, à faire en sorte qu'on atteigne la citoyenneté, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il a hérité d'ailleurs. Parce que quand il dit qu'il a initié la levée du drapeau chaque premier lundi du mois. Est-ce que ça suffit? Non. Pour se sentir citoyen. C'est un départ. Et faire prévaloir ses droits et ses devoirs. Il s'agit d'un processus. Parce que comme elle parle d'éducation, éduquer c'est éduquer, c'est tirer d'eux. Ça ne se fait pas avec brutalité, ça se fait avec une certaine stratégie, un certain stratagème. Voilà pourquoi on dit à l'enfant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, avant de lui dire que la terre tourne autour du soleil. Parce qu'il faudrait quand même, de manière progressive, amener le citoyen à prendre conscience de son devoir de citoyen. Et c'est ce qui manque actuellement. Il ne s'est même pas limité là, parce que ça ne se limite même pas là. Il y a des citoyens qui n'ont aucun respect pour l'autorité, pour l'administration.
Tout ceci fait partie des obligations que le citoyen doit... Mais tout ça, ça doit lui être inculqué. Inculqué par qui? À l'école, en famille. L'éducation, comme elle le dit, l'éducation n'est pas juste à la charge de l'État. Il y a une participation tripartite. Il y a la famille, il y a l'enseignant et il y a l'État. Si un de ces maillons démissionne, le problème devient crucial. Les trois ont Il se pose avec acuité. Les trois ont démissionné. Maintenant, si, je veux dire si les trois, si un de ces maillons-là démissionne, c'est qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce que vous or, pensez, justement, actuellement... Monsieur Lee, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'utiliser les médias pour contribuer à façonner justement les esprits? Une des tares de nos pays actuellement, est l'œuvre des médias. Je vais vous le dire. C'est-à-dire? On avait un vieux papa qui est décédé aujourd'hui, Dieu paix à son âme, Puritain Fall, qui disait qu'il y avait des journalistes, il y avait des journaleux, il y avait des journalistes alimentaires. Le président l'a parlé tout à l'heure. Des chantages, des atteintes aux individus, toutes sortes de désinformations. Ça fait partie des tares. Et tout à l'heure, elle parlait des réseaux sociaux. Ce qu'elle disait des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que nous ne trions pas ce qui vient vers nous. On prend tout, le bien comme le mal. Et nous sommes une société de consommation, nous consommons l'information. C'est tellement vrai. Le problème, c'est que nous consommons trop ce qui vient d'ailleurs. Nous consommons ce qui vient de partout. Parce qu'en réalité, ce qui vient de partout est plus important que ce qui vient de chez nous. Tu trouveras quelqu'un en train de regarder ici l'émission de France 2, mais tu passeras chez lui du lundi au dimanche, tu ne le verras jamais écouter ce qui se passe au niveau de la Belle TV ou bien au niveau de la RTS. Parce que pour eux, même quand il s'agit d'informations, ce que RFI donne est plus fiable que ce que donnent nos médias. Ah, nous sommes heureux de savoir que de plus en plus, on nous suit un peu partout dans les différents pays. En fait, ce n'est pas une chose qu'on invente. Nous sommes des consommateurs. Nous consommons cette information. Nos enfants ils sont couverts de choses qui sont là, qu'ils consomment. Et c'est l'un des sens de... Et là, ce n'est pas l'État, là, c'est le parent. C'est l'un des sens de l'existence de la belle radio et télévision, en tout cas faire en sorte que eh bien, tout ce qui est valeur africaine se mette au devant, soit mis en avant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, je vous pose la même question, d'utiliser les médias pour contribuer à façonner les esprits et à transformer les habitants en véritables citoyens? Alors, il a parlé du problème des médias qui posent problème. Ce sera, je dirais, toujours la même chose. La même rengaine. À la base, rien n'a été pensé. Rien n'a été pensé. Dans cette libéralisation des médias, autant pour moi, les gens ont laissé tout le monde ouvrir des médias. Tout le monde se croit journaliste, la formation n'est pas, au rendez-vous. Tout le monde se croit journaliste. La déontologie, voilà. Donc, mais l'État a le droit de contrôler tout ça. Mais à la limite, on penserait que nos États sont complices. À la limite, quoi. Je pense qu'il faudrait des États généraux surtout, que ce soit sur les médias, l'éducation, surtout. Et ensuite appliquer ces recommandations surtout. Et les appliquer. Parce que nous, on l'a fait au Sénégal et rien n'a été appliqué. Vous avez dû être heureuse d'entendre le président Macky Sall annoncer que cette grande encyclopédie, l'histoire générale du Sénégal, est sortie. Les 5 premiers tomes sont en train d'être diffusés. Très heureuse. Ça, par contre, je suis très heureuse. Enfin, l'histoire de l'Afrique commence à être écrite. Il faudrait que les Africains s'approprient encore une fois leur histoire. Cheikh Anta Diop nous l'a dit depuis très longtemps, mais peut-être qu'on n'y croyait pas ou on ne nous a pas laissé faire. Je pense qu'on a assez d'intelligence pour commencer à réécrire notre histoire, parce que tout ce qui est raconté sur le noir, tout ce qui est raconté sur l'Africain, même les cartes du monde sont fausses. Tout est faux. Tout est faux. Donc, tout ce qu'on a comme expertise dans le monde ou dans nos pays, que ces expertises se mettent pour nous sortir l'histoire générale du Sénégal, de l'Afrique, et
pour beaucoup de pays, je crois. 5 tomes déjà sur 25. Voilà, voilà. Et pour d'autres pays également. Je pense que ça va rendre à l'Africain, au Sénégalais également, un peu sa fierté. Et j'espère que ça pourra décomplexer les gens. Décomplexer pour nous dire qu'on n'a jamais été sauvage du reste, qu'on a été et qu'on est des travailleurs, qu'on a été instruits et qu'on est instruits et qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. On n'a pas besoin de comment on appelle ça, de chaperon. D'avoir un tuteur pour nous tenir la main. Un tuteur pour nous tenir la main. À 59 ans, je dis non. Ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle. D'accord. Alors, madame... oui, mais en fait... Je vous vois sourire, vous êtes content en même temps qu'elle. C'est une bonne nouvelle. Hein, c'est une très bonne nouvelle. L'histoire générale du Sénégal, en 25 tomes, les 5 premiers tomes qui sont disponibles. Oui, c'est une très belle histoire, en tout cas que l'initiative ne soit pas récente, mais qu'elle soit revalorisée. Parce que c'est là où vient tout son sens. Puisqu'on connaît les grandes figures africaines, ça a existé. La présence africaine, ça a existé. Les étudiants noirs, ça a existé. Et le mouvement des étudiants africains avait beaucoup contribué pour la décolonisation, dans la décolonisation de l'Afrique. Ça, on l'a vu. Mais actuellement, il s'est agi de lui donner un autre sens, de revaloriser notre culture, de réconcilier l'Africain avec ses aïeux. Donc, je veux parler du commerce social verticalement établi avec ses ancêtres, de lui permettre d'avoir cette fierté, de sentir qu'il n'a jamais été un sous-homme, mais un homme en part entière, de savoir qu'il a une histoire, une civilisation. Et je crois que, franchement, là, ça ne saurait être plus important, car nul n'est bien servi que par soi-même. Mais avec un mais. Mais. C'est quoi le mais? Est-ce que ça va être appliqué ou mis dans les programmes? Est-ce que ça va être disponible? Disponible et mis dans les programmes scolaires. Comment ils vont articuler tout ça dans les programmes scolaires? Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, en ce qui nous concerne, surtout dans l'histoire, nous avons quand même beaucoup de nos ancêtres qui sont dans l'histoire. Tu apprends l'histoire de la Dior, tu apprends l'histoire de l'Albouri, de la Jumar Foutiou, de ceci, de cela. Ça, c'était déjà là. Parce que depuis que la méthode CLAD a pris place à suppléer CFA ou quoi, l'autre méthode, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a commencé à un peu parler de l'histoire du Sénégal avec c'était d'abord les cours d'instruction civique, ensuite l'histoire africaine, et à partir de la classe de 4e, c'était déjà le tableau général africain du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle en classe de 3e. Et au niveau de l'université, il y a des UV qui parlent uniquement de l'histoire d'Afrique, comme d'ailleurs l'actuel recteur Ibrahim Tchoup. Lui, il est spécialiste en crise arachidienne. Donc ça, c'était déjà tout. Maintenant, que l'on nous donne ce volume-là, qu'on ressorte l'histoire de manière intégrale et qu'on la réinsère dans l'éducation de manière plus prononcée, et ça, ce serait vraiment quelque chose... Alors, on peut donc saluer la parution, la publication de ces ouvrages-là. Maintenant, l'autre problème, c'est mettre cela à la disposition. Son applicabilité. Parce que quand il dit, il suffit maintenant de l'insérer, c'est pas l'insérer. Moi, à l'école primaire, on m'a appris, je vous l'ai dit, que Samori était un sanguinaire et que partout où il passait, on pilait les bébés. C'était dans l'histoire, c'était dans les livres d'histoire, c'est ce qu'on nous apprenait. Mais ça, c'est totalement faux. Ça, c'est pas inséré. Il faudra réécrire parce que c'était pas la bonne version. Il faut corriger, c'est pas la bonne version. Non, là, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Bon, j'espère que... J'espère que sur ce sujet-là, j'ai réagi juste sur ce sujet de Samori. Rectifier un certain nombre de... Non, mais c'est à titre d'exemple. Il y avait juste un problème entre les deux dirigeants. Et chacun essayait de... Mais moi, dans l'histoire de Samori que j'ai apprise, que ce soit à Bizandougou, à Ouissoulou, à Guélémou, on nous a rétabli. Non, Moustapha, c'est pas seulement... que Samori a été présenté par le colon comme quelqu'un de... Moustapha, c'est pas seulement Samori, c'était à titre indicatif, mais je veux dire les autres leaders ou résistants africains également ont subi le même sort. C'est pas seulement Samori. L'histoire a été rétablie dans ces Espérons, on pense que si... Depuis que le professeur Ibadé Cham est passé à l'éducation nationale, accompagné avec Sakhir Cham au niveau de l'enseignement supérieur, au temps de Diouf, cette histoire a été déjà rétablie. Alors si justement ces ouvrages-là sont
mise à la disposition du public. Cela veut dire que, en tout cas, je le pense, hein, et je crois que c'est réel à l'intérieur, eh bien, tout ce qui a été vérité transformée, là où on a tordu le cou à la vérité, je pense que les choses ont été rétablies. On a parcouru un peu le discours du président Macky Sall. Maintenant, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, nous allons vous proposer en un extrait très court, la cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu hier. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Le président Macky Sall, ce sera demain en direct sur la RTS avec vous sans doute. Pour la cérémonie de prestation de serment, quel effet cela vous a-t-il fait? Alors, la prestation de serment, je ne sais pas. Hier, j'ai eu l'impression que le président s'adressait à d'autres personnes, autres que les Sénégalais. Cette prestation de serment-là, j'aurais aimé voir cela dans une langue nationale, dans une de nos langues. Si on doit faire la traduction... La langue officielle le Wolof, par exemple. Du Sénégal, c'est le français? Officiel, mais on a nos langues nationales quand même. Ça, c'était notre jour à nous, Sénégalais. C'était notre moment et notre jour. Donc, j'aurais voulu voir ce message en Wolof ou en Peul ou en Bambara et qu'on fasse la traduction aux Français ou aux Occidentaux ou à tous nos invités qui étaient là. Mais en français, bon, pour une population à 37%, c'est quoi? 37% des Sénégalais qui parlent français? Mitigé. Vous avez la même réaction, M. Moustapha? Non, je n'ai pas la même réaction. Parce qu'en fait, d'abord, il s'agit d'un texte. C'est un texte impersonnel. Non, je ne parle pas. Je parlais du discours. Et ça, deuxièmement... Bon, il y a eu la prestation de serment, mais il y a eu tout le discours. Tout suit la prestation de serment. Parce que si vous entendez, si vous avez bien écouté le discours du président du Conseil constitutionnel, dans son discours, il y a des recommandations, il y a des orientations, il y a des exhortations. Et le tout est fait sous la bannière de la Constitution qui elle-même est rédigée en français. Alors quoi de plus normal qu'il fasse? Et ensuite, il ne s'adressait pas qu'aux Sénégalais. Il s'adressait aux Sénégalais, au monde entier, parce qu'il a juré devant la nation et devant Dieu. Mais Dieu n'est pas Wolof de toute façon. Alors, il fallait que, dans cette assistance-là, une cérémonie officielle soit dite avec une langue officielle. C'est tout à fait normal. C'est fait normal parce que ce nationalisme que nous mettons en exergue, il aurait pu être plus intéressant s'il s'orientait de manière positive, c'est-à-dire vers la sphère économique plutôt que la sphère linguistique. Parce qu'en fait, bon, ça a été la rédaction de Mme Fatou Cissé Ndiaye, mais quelle est votre réaction par rapport à la cérémonie d'hier? La cérémonie d'hier était extraordinaire. Je l'ai dit dans une tribune hier. J'ai dit que le président du Conseil constitutionnel a eu son courage de dire exactement, de redéfinir et de rappeler au président les attentes des Sénégalais, de faire la cartographie du Sénégal, de dire ce qui ne va pas, de recommander, d'instruire le président de la République, de veiller à cela. Mais il est sorti de son rôle également, parce que quand il a parlé des réalisations, ce n'était pas son rôle. Je ne parle pas de rôle ou de parole. Parce que le président Macky Sall a du mal à s'exprimer, à parler aux Sénégalais sans revenir chaque fois sur son bilan. Non mais attendez, c'est son enfant. C'est son enfant parce que le bilan, c'est l'arme avec laquelle il est parti pour sa réélection. Le bilan, c'est le résultat des promesses et des engagements qu'il avait pris au moment où il briguait la magistrature suprême. Le bilan, c'est ceci avec lequel il s'identifie.
Donc, lui, sa campagne, c'est quoi? Sa campagne, Là, il n'est plus en campagne? Non, il n'est plus en campagne. Il a gagné l'élection. Mais il avait besoin de faire un flashback. Montrer aux Sénégalais que quelque chose a été fait. Et sur cette base, on va avoir une autre impulsion. On l'attendait surtout sur les perspectives. Mais il en a parlé. Les perspectives, il les a définies. Regardez le discours. Je les regarde. Il les a définies. Il a parlé de l'emploi des jeunes. Il a parlé des femmes. Il a parlé surtout de continuité. Il a parlé de continuité. Il a parlé du civisme. Il a parlé de la discipline. Il a parlé de développement. La continuité, parce que ce programme de PSE, c'est un programme qui s'établit sur 35 ans. Malheureusement, lorsqu'il est venu au pouvoir, il ne pouvait pas le démarrer. Bien, alors donc on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a eu une sorte de record pratiquement qui a été battu, 18 chefs d'État à cette cérémonie d'investiture? Bon, cela dénote de l'importance, la notoriété, l'aura que le président a. Parce que très tôt, quand il est venu au pouvoir, vous le savez, 10 mois après son accession à la magistrature suprême au niveau du Sénégal, il était déjà courtisé par tous. Même réaction, Mme Fatou Sessène Ndiaye? Oui, c'est très bien. Jusqu'à 18 présidents africains. Ça nous a permis de... Sans compter les chefs de gouvernement et tout ça. Ça nous a permis d'avoir les projecteurs braqués sur le Sénégal pendant, 24 heures ou 48 heures. On a pu également un peu vendre la destination Sénégal. Mais je pense que c'était également pour, comment je vais dire ça, les opposants n'étaient pas présents. Justement. Voilà, les opposants n'étaient pas présents et que le bilan soit brillant ou pas, un pays a besoin d'une opposition. Et les opposants, on les respecte aussi. L'opposition a été invitée. Elle a été invitée, mais elle a fait défection. Voilà, parce que certainement qu'ils ne se sont pas Est-ce que ce n'est pas entendus... une absence anti-républicaine? On ne peut pas voir les choses de cette façon. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas le dire comme ça. Je pense que c'est un contentieux qui est là, qu'ils n'ont pas encore eu le temps, certainement, de déjeuner pour en parler, de se réunir pour en parler. Il a appelé au dialogue. On verra. Peut-être que c'était trop prématuré d'appeler à ce dialogue-là maintenant que les gens n'ont pas encore tout digéré. Peut-être que dans quelques temps, il pourra relancer et qu'ils vont accepter. Je pense qu'eux, ils sont toujours sur ce contentieux-là. Monsieur dit, l'absence de l'opposition. L'absence de l'opposition n'est pas vraiment quelque chose à mettre en exergue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qu'il fallait, les institutions étaient là. Les anciens présidents des assemblées nationales étaient là. Ils font partie du Sénégal. Non, je parle du Sénégal. Les opposants font partie du Sénégal aussi. Les opposants font partie du Sénégal. Mais cette cérémonie... Le ministre de l'Intérieur dit qu'il les a tous invités. Non, cette cérémonie, c'était une cérémonie qui, dans la réalité des choses, n'avait pas besoin de tout ce monde-là. Vous conviendrez avec moi. Il s'agissait d'un président qui s'adressait... Vous pouvez dire ça sans les opposants? Écoutez-moi, soufflez de m'écouter. Le président faisait face au juge constitutionnel, il prenait serment, il s'engageait, rencontrait le chancelier, prenait le truc de la chancellerie, et puis c'est terminé. Bon, maintenant, l'opposition, elle a été invitée. Parce que vous voyez, dès la proclamation des résultats, le premier discours du président,